Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Poitou et c'est 4e de couverture. Un secret à terre, d'Anne Loarte. Et si nos rêves récurrents voulaient nous dire quelque chose? Et si derrière eux se cachait un secret de famille? C'est ce qu'a voulu percer Rosa, pour qui ces mystérieux rêves avaient une signification évidente. Convaincue que sa famille recelait quelques secrets, elle s'est lancée, tel un fin limier, dans ce qu'elle a appelé sa quête. Ce livre, tiré d'une histoire vraie et s'apparentant à bien des égards à une véritable enquête policière, retrace notamment, entre Paris et un village des bords de Sèvres, ses rencontres et ses recherches dans les archives. C'est avec une certaine émotion que je vais vous parler de ce roman, publié à titre posthume. En effet, j'ai bien connu son auteur et j'ai suivi la rédaction de ce texte qu'elle écrivait encore quelques semaines avant de nous quitter. Et je suis heureuse de lui rendre hommage aujourd'hui. Celui qui a prolongé son travail en terminant la rédaction et en assurant la publication est auprès de moi dans ma maison secrète. Bonjour Guillaume. Bonjour. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'auteur que vous aussi avez bien connu? Oui, je l'ai bien connu puisque c'est ma tante, c'est la sœur de ma mère. Donc c'est quelqu'un qui est né dans le Marais Poitevin, qui a fait des études de psychologie et qui a été ensuite à Paris faire carrière, où elle a travaillé. Malheureusement, elle nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans, mais elle nous a laissé ce roman autobiographique. Alors, dans sa vie comme dans sa pratique de thérapeute, Bernadette accordait de l'importance à ses rêves. Depuis toujours, elle les notait, mais elle s'intéressait aussi à la psychogénéalogie et aux traces que l'histoire de nos ancêtres laisse en nous. Alors que rien dans sa famille ne laissait penser que des secrets se cachaient, elle en avait, elle, l'intuition profonde. Oui, alors bon, elle l'a ressenti donc par le biais de ses rêves, qui, voilà, si je me trompe pas, elle les notait chaque matin dans un cahier dès l'âge de ses 18 ans. Alors bon, je sais qu'on fait au moins 6 à 7 rêves par nuit. Elle les écrivait dès son réveil. Alors moi, je l'ai aidée puisque je me suis intéressé très tôt à la généalogie, dès l'adolescence. Donc je lui ai communiqué ce que j'ai pu faire. Et elle avait l'intuition, en remontant les branches, qu'il y avait quelque chose qui était caché dans la famille, d'où son enquête, d'où ses recherches généalogiques et historiques, familiales. Mais elle raconte que déjà toute petite, lorsqu'elle était élevée dans une ferme, elle cherchait les enfants allaient chercher les œufs des poules, et elle cherchait pas forcément les œufs qui étaient près des poules, mais qu'elle cherchait les œufs cachés. Donc c'était déjà quelque chose qui l'intéressait, qui l'attirait quand elle était toute petite. Oui, alors c'est vrai que j'ai quelques souvenirs. Oui, elle aimait ne pas faire comme les autres, elle aimait toujours chercher ailleurs, découvrir, dire que c'était elle qui avait trouvé ça, mais c'était un trait de son caractère. Ce sont donc ses intuitions et les rêves de la narratrice qui vont la guider dans ses recherches. Et ce qu'elle va découvrir va dépasser ses attentes, puisque dans ces deux branches, et maternelle et paternelle, se cachaient des secrets, et des cocottes dans l'une, et un fils naturel dans l'autre. Oui, alors elle a entamé donc une première recherche. Et donc elle a découvert des choses, mais voilà, ça n'a pas assouvi pour autant son besoin, elle ressentait qu'il y avait encore quelque chose d'autre qui était caché, donc elle a poursuivi sur une autre branche de la famille. Et elle a fait ses recherches, elle les a menées comme une enquête policière. Et effectivement, ça a dépassé ce qu'elle pouvait en attendre. Elle ne s'est pas contentée d'investiguer au niveau des archives, elle a voyagé. Alors oui, elle s'est pas contentée des archives, elle a fait les cimetières, elle a bien sûr interrogé des membres de la famille, mais pas que, aussi des inconnus. Mais ses recherches l'ont portée à travers la France entière, à l'est, à l'ouest, à Paris, dans le sud, mais aussi jusqu'au Portugal. Et on peut dire que c'est une enquête policière menée tambour battant
elle a fait des kilomètres. Ça a été une belle aventure pour elle. C'était son aventure, oui, un petit peu l'aventure de sa vie, oui. La forme qu'elle a choisie, c'est celle du journal. Il n'y a pas vraiment de chapitre, mais une succession de notes, d'entrées dans lesquelles la narratrice raconte ses recherches, qui commencent en 2005 et qui s'achèvent en 2014. 9 ans d'investigation qui s'apparentent en fait à une enquête policière. Elle interroge, elle consulte les archives, elle fouille les greniers et elle trouve. Effectivement, donc c'est un roman autobiographique, c'est-à-dire que bon, elle a peut-être mis en valeur certaines parties pour renforcer un petit peu la trame, la problématique. Elle a dû aussi, pour protéger la vie des gens, voilà, on a dû changer les noms de famille des personnes, les noms des communes. Et elle a d'ailleurs pris un pseudo pour publier ce livre. Voilà. Anne Loart n'est pas son Voilà. nom. Elle a pris aussi un pseudonyme parce qu'elle avait un nom un peu particulier qu'on pouvait facilement reconnaître. Et elle était toujours très respectueuse des gens auxquels elle parlait. Elle a toujours fait très attention à ne pas blesser, à ne pas brutaliser les personnes qui pouvaient dire des choses. Je pense que c'est sa formation de psychologue. Oui, sans doute. Son roman se termine avec une phrase du grand-père, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et en effet, tout était bien rangé, bien caché, mais c'était sans compter sur l'obstination de l'auteur qui, en les découvrant, leur a donné un sens. Ça a donné du sens, dans le sens où il pouvait y avoir des choses un peu curieuses dans l'éducation de la famille et voilà, qui posaient question, comme le déménagement de Paris dans les Deux-Sèvres, alors que la famille connaissait une bonne fortune. Donc tout ça a posé des problèmes, enfin ça posait surtout question. Pourquoi un tel déménagement soudain? Qu'est-ce qui a poussé la famille à quitter les bords de Seine pour les bords de Sèvres? Après, je pense qu'inconsciemment, elle a réglé des questions, oui, ce qu'on peut appeler la psychogénéalogie, des questions les problèmes de grand-père qui ont peut-être perduré jusqu'à nos jours. Donc d'une certaine façon, elle a sans doute remis les choses à leur place. C'est donc vous qui, après sa disparition, avez repris le manuscrit et l'avez finalisé et l'avez édité. Comment avez-vous procédé ? Oui, alors moi je lui ai fait la promesse que je terminerais son livre. Alors c'est un livre qui était déjà bien entamé, elle était arrivée à une 7e version. Alors je me suis plus occupé à m'occuper de la forme que du fond. Il y a des petites choses que j'ai corrigées, je l'ai allégé pour certaines parties. Et là, je pense qu'elle aurait été fière du résultat final. Et donc moi j'ai très peu touché au livre. J'ai pas touché, on va dire, au fond. Je suis sûre qu'elle serait très contente. Je pense aussi, oui. Donc ça s'appelle Un secret à terre. C'est signé Anne Loart. On le trouve facilement, on doit le trouver à la librairie des Halles de Niort, mais on peut le commander sur le site de La Geste, anciennement Geste Édition, dans la compagnie, enfin dans la collection de la Compagnie du Livre. Bon, merci Guillaume. Merci. C'était 4e de couverture, Dany Ledu. Nous avons parlé du roman de Anne Loart, Un secret à terre, paru aux éditions La Geste. La chronique est à écouter et réécouter sur radiopoitou.com sur YouTube.